Le Costa Rica est un petit pays d'Amérique centrale coincé entre le Nicaragua et le Panama. Les chiffres, 4 400 000 habitants, 51 000 km². Discret et traversé par plusieurs chaînes de montagnes, on l'appelle souvent la Suisse de l'Amérique. L'homme est présent sur le sol costaricien depuis plus de 10 000 ans. Jusqu'au XVIe siècle, plusieurs groupes ethniques différents se partageaient le territoire. En 1502, surpris par une violente tempête, Christophe Colomb et ses conquistadors accostent, découvrent le pays et en font une colonie espagnole. 1838, l'indépendance. En plus des combats contre les aventuriers, il faudra une guerre civile pour que le Costa Rica devienne une véritable démocratie. En Amérique latine, les costariciens sont surnommés les ticos. Une minorité seulement de la population n'est pas blanche ou métissée. Principale richesse du Costa Rica, sa nature. Un tiers du pays est zone protégée, car les méfaits de la déforestation ne l'ont pas épargné, surtout depuis la revalorisation du bois comme matière première. Autre richesse, la faune. Des milliers d'espèces se perpétuent à l'abri d'un système de parcs nationaux efficace. Ces atouts ont permis de créer une nouvelle richesse, le tourisme, avec une grande spécialité, la découverte de la nature. Au cœur de la vallée centrale, à près de 1200 mètres d'altitude, San José est une capitale conçue sur le modèle des villes américaines. Un quadrillage rationnel pour une circulation distribuée par de grandes avenues et des rues numérotées. San José est une ville jeune, sa fondation date du milieu du XVIIIe siècle. Le parc central et sa rotonde au style indécis voisinent avec la cathédrale qui date de la fin du XIXe siècle. Une bonne partie des 350 000 habitants de San José parcourent à un moment de la journée l'avenue centrale, en partie piétonne. Elle mène au vrai centre historique de la ville, la place de la culture. Fierté du pays, se dresse ici la façade Renaissance du Théâtre national, inaugurée en 1897. Conçu par des architectes belges, décoré par des artistes italiens, le théâtre abrite notamment une fresque fameuse qui représente l'exploitation du café. Bordant également la place de la culture, de hautes tubulures métalliques signalent l'entrée d'un musée qui appartient à la Banque centrale, le musée de l'or. Il recèle un trésor, l'une des plus riches collections de bijoux précolombiens. Parures de rois et de chefs guerriers ou simples objets de décoration, ces merveilles sont en grande partie responsables de la folie meurtrière des conquistadors. Tout ce qui est métal jaune n'est pas or. Exemple, l'Edificio Metallico, revêtu d'un acier importé de Belgique à la fin du XIXe siècle. Il abrite une école et domine le kiosque du parc Morazán, autre lieu historique de la capitale. Autre témoin de l'histoire, le musée national, une ancienne caserne encore marquée par les impacts des balles échangées lors de la guerre civile de 1948. Dans le jardin se pose toujours l'une des grandes énigmes de l'époque précolombienne. L'origine d'énormes pierres sphériques pouvant peser plus de 15 tonnes, découvertes dans la péninsule d'Osa, au sud-ouest du pays, reste mystérieuse. Le quartier Amon est un des plus anciens de la ville. Le style des maisons y est on ne peut plus disparate. La plupart ont été bâtis lors de l'essor que la ville a connu au milieu du XIXe siècle. C'est à cette époque que les Européens ont commencé à consommer régulièrement du café. Grand producteur de la précieuse graine, le Costa Rica et surtout sa capitale attirent alors des négociants de tout le vieux continent et même d'ailleurs. Aujourd'hui, les maisons coloniales qui ont résisté aux nombreux tremblements de terre abritent souvent ambassades, organismes officiels ou restaurants. Le marché central de San José est l'un des mieux approvisionnés du Costa Rica.
Ces allées étroites font la part belle aux produits venus des 4 coins du pays et notamment à toute une gamme de plantes médicinales. Au marché, si le commerce est roi, c'est toujours avec la bénédiction du Christ. Ay, pipa bien fría. Ay, mami, ay, mami, ay, mami. Y yo te quiero, y yo te adoro. Ay, tú me gustas, tú eres mi todo. Que tus ojos, tu sonrisa, tu cuerpo. Les rues de San José sont toujours animées le jour. En fin de journée, l'animation se transporte vers les bars et certains hôtels qui disposent de casinos. Les Josefinos, les habitants de San José, viennent y taquiner les cartes en espérant repartir les poches bien garnies de colones, la monnaie locale. La musique des bandas, ces petits groupes qui font bouger bars et restaurants, prolonge les nuits toujours très chaudes de San José. En quittant la capitale, on traverse une région vallonnée et fertile, la vallée centrale, le poumon économique du Costa Rica. Longue de 60 km et large de 20, elle fait vivre la majorité de la population. Berceau du pays, la vallée accueillit les conquistadors qui fondèrent la première capitale, Cartago. Supplantée au XIXe siècle par San José comme capitale politique, Cartago est demeurée la capitale religieuse du pays. En témoigne la présence au cœur de la ville de nombreuses églises, et notamment une basilique de style byzantin, Notre-Dame des Anges. Entièrement faite de bois précieux, celle-ci fut érigée pour abriter la Negrita, la Vierge Noire. La légende veut que cette statue fut découverte à cet endroit par une jeune fille qui la ramena dans l'église de son village. Mais la Negrita retourna mystérieusement là où la demoiselle l'avait rencontrée. On lui attribua ensuite plusieurs guérisons miraculeuses et elle devint prétexte à d'importants pèlerinages. Les monts qui cernent la vallée centrale se situent à la croisée des 2 principales cordillères du Costa Rica, la cordillère centrale au nord et la cordillère de Talamanca au sud. L'atmosphère étrange, accentuée par les brumes qui parfois baignent ces montagnes, est peut-être due à leur origine volcanique. Le mont Irasu, à 30 km au nord de Cartago, est l'un des plus spectaculaires volcans du pays. Il culmine à 3432 mètres. Son nom indien signifie « montagne du tonnerre et du tremblement ». Et c'est à juste titre, car le calme des eaux vertes et sulfureuses qui remplissent le cratère est trompeur. Le 19 mars 1963, l'éruption fut si violente que Cartago et même San José, situés à une trentaine de kilomètres de là, furent recouvertes d'une épaisse couche de cendres. 2 années durant, le volcan fut si actif que les habitants des 2 villes devaient se munir d'un parapluie pour se protéger des cendres lors des journées de grand vent. Si le calme est revenu sur l'Irasu, le monstre qui couve sous les nuages peut se réveiller à tout instant. Mais c'est grâce à ses origines volcaniques que la terre dans la vallée centrale est généreuse et propice à de nombreuses cultures. Les conditions climatiques, de plus, y sont telles que de nombreuses plantations ont pu se développer en toute quiétude. Ainsi, dans la région de Turrialba, on exploite par exemple le macadamia.
Cet arbre d'origine australienne, appelé aussi noyer du Queensland, produit une noix proche de la noisette. Concassées, destinées le plus souvent à parfumer les crèmes glacées, les noix de macadamia sont essentiellement exportées aux États-Unis, où les gourmands sont nombreux. Outre les noix de macadamia, on retrouve l'ensemble des produits agricoles de la région sur le petit marché de Turrialba. Les fruits et légumes de la vallée centrale sont considérés comme les meilleurs du pays. C'est également à l'abri des innombrables collines qui ponctuent la vallée centrale que l'on exploite l'une des plus grandes richesses du Costa Rica, le café. À perte de vue, les champs de caféiers occupent 110 000 hectares dans la partie nord de la vallée, à une vingtaine de kilomètres seulement de San José. Le pays compte des dizaines de milliers de fincas, ces fermes entièrement dédiées au dieu café, qui en produisent environ 160 000 tonnes par an, dont 90% pour l'exportation. La récolte du café a lieu entre novembre et janvier. L'exploitation du café s'est fortement développée au Costa Rica au début du XXe siècle, avec l'importation par des Français de graines venues des Caraïbes et du Guatemala. Le café est le second produit d'exportation du pays. Et il dispute toujours la première place à la banane. Le Costa Rica a l'avantage de produire un café de très haute qualité. Cela s'explique par l'altitude. Nous produisons ici un café d'altitude qui bénéficie d'une maturation tardive. C'est cela qui donne un café de grande qualité. Señor productor de café, los beneficios del país han acordado no recibir café verde. No arriesgue sus entregas de café, pues pueden ser rechazadas en el recibidero. Entregue solo café maduro y con gran orgullo produzca el mejor café del mundo. Instituto del Café de Costa Rica. Eh oui, le Costa Rica s'enorgueillit de produire le meilleur café du monde. Capitale du café, située non loin de la capitale du pays, la ville d'Alajuela se distingue aussi par une cathédrale dominée par une imposante coupole de tôle ondulée. Au nord d'Alajuela, un parc national entoure le volcan Poás. Culminant à 2700 mètres, il est le plus accessible des volcans costariciens. La plus forte éruption du Poás remonte au 25 janvier 1910. Un puissant geyser de lave et de gaz atteignit alors 4000 mètres d'altitude et l'on retrouva des cendres jusqu'à la côte pacifique. Depuis, le Poás est en activité intermittente et le parc est régulièrement fermé pour cause de réveil possible du volcan. À l'est de San José, on pénètre dans la haute montagne, couverte en grande partie de rainforest, ou forêt pluviale. La forêt couvre près de 40% du territoire costaricien. Créé en 1978, le parc national Braulio Carrillo, du nom d'un ancien président de la République, en protège 46 000 hectares qui s'étagent sur 2900 mètres de dénivelé. Les scientifiques ont recensé ici 5 zones écologiques différentes dans lesquelles poussent plus de 6000 espèces de plantes. Cette exubérance végétale, qui va de la forêt tropicale humide en basse altitude jusqu'à la forêt pluviale sur les hauteurs, s'explique surtout par l'importance des précipitations qui peuvent atteindre 4,5 mètres par an. Le vaste espace boisé du parc Braulio Carrillo est resté quasiment vierge et donc difficile d'accès. Pour y observer la flore, le meilleur moyen, quelque peu incongru dans ce décor, le télésiège. Idéal pour pénétrer au cœur d'une nature exceptionnelle,
il permet, à la cime des arbres, de se laisser envoûter par une région en partie inexplorée, encore nimbée de mystères et d'aventures. À l'est du pays, côté Atlantique, la côte Caraïbe s'étend sur 210 km. La plaine côtière est protégée par une forêt tropicale de densité variable qui descend des massifs vers les cours d'eau. Les nombreux fleuves qui parcourent l'ensemble du Costa Rica semblent converger vers l'une des zones les plus humides d'Amérique centrale, le parc national de Tortuguero. À l'extrême nord de la côte atlantique, à proximité de la frontière du Nicaragua, le parc de Tortuguero est un immense espace lacustre de 19 000 hectares. Tortuguero vient du mot tortue. Le parc est connu pour être un important lieu de nidification pour les tortues luttes et les tortues vertes. Dans cette zone protégée, où la pêche et la chasse sont interdites, les habitations sont rares. Un village et quelques hameaux abritent la population du parc qui vit principalement du tourisme. En effet, depuis une quinzaine d'années, quelques lodges ont été bâtis au milieu de la forêt tropicale humide et les autochtones ont pu se reconvertir dans les métiers de guide et de garde forestier. C'est au petit matin, lorsque la brume recouvre encore l'ensemble du domaine, que l'on découvre vraiment les richesses de Tortuguero. Les rives disparaissent littéralement sous une végétation envahissante qui dissimule des spécimens de fleurs uniques. Et lorsque l'incroyable faune du parc s'éveille, sauterelles géantes et autres insectes se comptent par millions. Les tortues folâtrent dans les eaux des mangroves par dizaines de milliers. De petits canaux permettent de s'introduire au cœur même de la masse végétale. C'est là que l'on rencontre les habitants les plus farouches de la forêt, comme les caïmans, l'une des 140 espèces de reptiles et amphibiens du parc. Iguanes, jacanas ou singes à face blanche trouvent dans les épais feuillages abris et garde-manger. Martins pêcheurs, hérons tigrés, ainsi que des centaines d'autres espèces d'oiseaux ont été recensés à Tortuguero. Et les papillons, bien plus nombreux encore, continuent par leur infinie diversité d'attirer les chercheurs du monde entier. Toutes les espèces n'ont pas encore été identifiées. Les serpents, eux aussi, sont innombrables. Certains sont inoffensifs, mais parfois, beauté égale danger. Pacifique, le crapaud buffle et la grenouille léopard ont des noms bien locaux. Mais le véritable phénomène est la grenouille rouge, dite fléchette empoisonnée, qui ne dépasse pas 2,5 cm. Cette impressionnante Venise tropicale qu'est le parc national de Tortuguero doit sa survie à une prise de conscience par les gouvernants des problèmes soulevés par les écologistes. C'est aux grandes dames des promoteurs et des producteurs de bananes qu'il fut décidé, en 1975, de faire du parc une réserve naturelle. Une grande partie de l'arrière-pays côté Caraïbes est consacrée à l'exploitation d'une des plus importantes ressources du Costa Rica, la banane. Comme le café qui fait vivre un grand nombre de producteurs associés en coopérative, la culture de la banane est régie par des corporations nationales.
Depuis la fin du 19e siècle, la production bananière occupe de nombreux travailleurs qui récoltent, lavent et conditionnent chaque année des millions de tonnes du fameux fruit. Bien que l'on profite de la mécanisation, le travail dans les bananeraies est très dur et le repos est généralement bien mérité. Pendant ce temps, les bananes costariciennes sont exportées dans le monde entier. Puerto Limón doit la première partie de son nom à son port, le plus grand du pays, point de départ de l'exportation de la banane et du café. Il a permis le développement d'une ville qui, tout en conservant ses traditions espagnoles, s'est transformée avec l'arrivée d'une main-d'œuvre étrangère. Ce furent des Noirs, venus principalement des États-Unis et de Jamaïque, qui constituèrent la première vague d'immigration. Ainsi, les Afro-Caribéens représentent encore 25% de la population de la région. Les Chinois, eux, furent recrutés à l'origine pour la construction du chemin de fer entre Puerto Limón et San José, mais se recyclèrent vite dans le commerce. Si Puerto Limón n'échappe pas au modernisme, elle a su conserver le charme d'une petite ville de province. Elle est renommée pour son parc municipal, le Parque Vargas, où l'on retrouve une grande variété d'arbres, dont d'imposants ceibas, les fromagers d'Amérique centrale. On dit que des paresseux se cachent parmi les feuilles au sommet des arbres, mais on en aperçoit parfois bien plus près du sol. Les arbres font partie de l'histoire de Puerto Limón, qui doit la deuxième partie de son nom à un citronnier, le seul de la région. Ces feuilles servirent lors d'une épidémie à l'élaboration d'une infusion destinée à soigner la fièvre jaune. Le citronnier sauva ainsi la population d'une mort certaine. Le littoral atlantique du Costa Rica alterne les plages de sable blanc et les plages d'origine volcanique. C'est en 1502, lors de son 4e voyage à la découverte des Amériques, que Christophe Colomb débarqua sur ces rivages. Bien accueillis par les Indiens, les conquistadors furent éblouis par la beauté de la région et surtout par l'éclat des bijoux en or qu'arboraient les chefs locaux. À tel point que Colomb baptisa l'endroit la côte riche, la Costa Rica. Au sud de Puerto Limón, les villages se font rares et les habitations dispersées, mises sur une simplicité toute caraïbe. L'océan fournit une grande partie de ses richesses à la région. Politique écologique oblige, la faune et la flore, terrestres ou marines, sont ici aussi préservées dans le cadre de parcs nationaux. Le plus fameux de la région, le parc national de Cahuita. Il protège les fonds marins cernés par une barrière de corail. Les 1000 hectares de végétation qui longent la plage sont eux aussi protégés. On y trouve un bel échantillonnage d'arbres, de plantes et de flore tropicales, séduisantes ou intrigantes. Petit bourg paisible, Cahuita fut fondé en 1828 par William Smith, un noir anglophone des Caraïbes qui remontait la côte depuis le Panama pour chasser la tortue. Il tomba sous le charme de ce petit coin accueillant et s'y installa avec toute sa famille. Ses descendants vivent désormais au sein d'une population très métissée, comme c'est le cas partout dans la zone atlantique. Mais il semble que le parfum caraïbe ait marqué à jamais la culture de cette contrée, malgré les apports d'autres cultures.
La synthèse se fait le soir, à l'heure de la fête et de la musique. Le sud du Costa Rica est occupé en grande partie, le long de la frontière avec le Panama, par une vaste région montagneuse. C'est le domaine traditionnel des Indiens. Non loin de la côte atlantique, le village de Bribri annonce l'entrée dans la plus importante des 22 réserves indiennes du Costa Rica, celle de Talamanca. Les Indiens, qui ne représentent plus aujourd'hui qu'1% de la population costaricienne, se sont installés dans cette partie de l'Amérique centrale il y a plus de 10 millénaires. S'ils vivent désormais en majorité sur le même mode que tous leurs compatriotes, ils ont un sens aigu de la préservation de leur territoire, l'un des plus attrayants de tout le pays. À la croisée de plusieurs civilisations, les Indiens du Costa Rica ont une personnalité tout à fait particulière en Amérique centrale. Sur l'ensemble du territoire du Costa Rica, on estime qu'il y a une population indienne qui varie autour de 400 000 individus. La majorité des peuples indiens vivent dans le sud du pays, dans les environs de la cordillère de Talamanca, dans une zone allant de la côte atlantique à la côte pacifique. Ils ont tous la même filiation linguistique, appelée Macro-Chibcha, du nom du groupe indigène regroupant les peuples de la côte atlantique de l'Amérique centrale et même de la Colombie. On trouve aussi quelques Indiens dans le nord, dans la région du Guanacaste, qui sont issus des peuples mayas et aztèques. Ceux du sud ont pour origine des tribus du Panama, de Colombie et du Venezuela. Les Indiens du Costa Rica vécurent l'époque coloniale de manière unique. Décimés par les maladies, ils furent les seuls du continent à résister farouchement à l'esclavagisme. Cette exception culturelle pourrait expliquer la détermination du peuple costaricien à vivre en démocratie. Elle serait née ici, non loin du fleuve Sixaola, qui marque la frontière avec le Panama. Classée réserve mondiale de la biosphère, l'immense cordillère de Talamanca traverse le centre du pays, du Panama aux abords de San José. Deux grands parcs nationaux, ceux de Chiripo et de la Amistad, permettent la préservation d'un vaste espace qui représente 12% du territoire costaricien. À 3400 mètres d'altitude, le Cerro de la Muerte, la montagne de la mort, rappelle les paysages alpins. La montagne est le domaine d'oiseaux sympathiques comme les colibris ou oiseaux-mouches. Leur technique de vol est unique et ultra rapide. Ils peuvent faire du surplace ou voler à reculons pour prélever avec précision le nectar des fleurs. Caché dans la forêt, un autre phénomène bien plus rare attire les passionnés des quatre coins de la planète. Le quetzal est l'un des oiseaux les plus beaux et les plus secrets du monde. Il se dissimule dans les grands arbres qui recouvrent le Cerro de la Muerte.
Ici, il y a de nombreux quetzals, parce que c'est un endroit où ils trouvent de la nourriture en abondance. Ils sont très friands de ces fruits, les abacaros, qui constituent l'essentiel de leur alimentation. Ici, c'est une forêt primaire, et les quetzals ne peuvent vivre ailleurs, ou alors ils meurent. Une des grandes motivations des recherches sur le quetzal, c'est l'histoire des civilisations aztèques et mayas. Le quetzal était la représentation du dieu de la fertilité à l'époque précolombienne. C'est pour cela qu'on veut l'observer, parce qu'il appartient complètement à l'histoire. À 1000 mètres d'altitude, la petite ville de San Vito a été fondée en 1950 par des immigrés italiens, encouragés à venir cultiver une terre fertile par des autorités costariciennes en mal de main-d'œuvre. San Vito est renommé dans tout le pays pour abriter le plus important conservatoire de la flore costaricienne, le jardin botanique Wilson. Créé en 1963, il permet l'étude et la conservation de plus de 1000 espèces végétales. La configuration du jardin est simple. Le domaine s'étale sur 265 hectares, dont 10 hectares aménagés pour former un jardin destiné à la découverte de nombreuses plantes et de fleurs. Le reste est constitué essentiellement de forêts primaires et d'un peu de forêts secondaires. Une dernière partie est en phase de reforestation afin d'observer différentes espèces dans leur première phase de développement. Car ici, nous travaillons avec de nombreux chercheurs qui étudient les plantes endémiques d'Amérique centrale, mais aussi l'évolution de plantes venues du monde entier. La façade pacifique du Costa Rica s'étend sur plus de 1000 km. Avec ses stations balnéaires et ses jolis parcs naturels, c'est l'une des régions les plus séduisantes du pays. Au fond d'un petit golfe, une ville portuaire s'est développée dans les années 1940 grâce à l'exportation de la banane, Golfito. La ville bénéficie aujourd'hui d'un statut de zone franche qui donne une chance à ses maisons traditionnelles de renouer avec la vitalité colorée du passé. Les cours d'eau qui se jettent dans l'océan Pacifique ne perturbent aucunement les adeptes du surf. À Dominical, seuls comptent les caprices du vent et la taille des déferlantes. Les surfeurs viennent ici du monde entier pour défier les lois de l'équilibre et affronter la puissance des vagues. Une bonne remise en condition, quelques heures de repos au bord d'eau plus calme, et l'on peut se lancer dans de nouvelles activités. Une des spécialités de la région, la balade à cheval, qui permet d'explorer l'arrière-pays et de découvrir de près les plus beaux décors naturels.
L'eau est un élément essentiel de la vie au Costa Rica. Elle a permis le développement d'une flore et d'une faune exceptionnelles. Elle est synonyme de loisirs, simples ou éprouvants. Elle autorise d'innombrables cultures, comme celle du riz. Elle détermine enfin l'état des voies de communication, qui pendant la saison des pluies, entre mai et novembre, réservent quelques surprises. Seul l'avion permet d'ignorer l'état des routes. D'immenses champs de palmiers à huile venus d'Afrique, jouxtant des régions au relief boisé, constituent les arrières d'une côte tracée par un long cordon de sable clair. C'est en suivant le rivage vers le nord que l'on rejoint l'une des stations balnéaires les plus fréquentées du Costa Rica, Quepos. Ancien port bananier, Quepos vit aujourd'hui de la pêche. Mais pour les visiteurs, la ville est surtout la porte d'entrée du parc national Manuel Antonio. Les contours du parc sont dessinés par de superbes plages qui contiennent une forêt primaire très dense. Le parc est très fréquenté en raison des bienfaits de l'océan, mais aussi parce qu'il permet de côtoyer des animaux d'un autre temps, les iguanes. Plutôt sociables, ils n'hésitent pas à venir lézarder au soleil et même parfois à s'offrir un bain de mer. La famille des iguanes compte plus de 700 espèces dans le monde et semble tout droit sortie d'un livre sur la préhistoire. Les iguanes sont herbivores et pratiquent la polygamie. Chaque mâle vit avec 4 femelles sur un territoire bien défini, même si à Manuel Antonio, il faut parfois partager ce territoire avec certaines espèces bipèdes. Plus au nord, il faut emprunter un ferry pour franchir le bras de mer qui sépare Punta Arenas de la péninsule de Nicoya. La côte pacifique, qui borde sur 200 km la péninsule et le nord du pays jusqu'à la frontière du Nicaragua, est faite d'interminables plages aux noms évocateurs. Plage du Flamand, plage du Sucre ou plage de Coco. La plage de Tamarindo est la plus renommée. Outre les plaisanciers, elle attire elle aussi les surfeurs en quête d'émotions fortes. Toute la partie sud de la péninsule de Nicoya connaît depuis les années 1980 un développement très rapide. Les promoteurs y bâtissent villas et résidences par centaines qui tentent de se fondre dans un décor majestueux et tourmenté. Aux abords des plages, les petites stations balnéaires poussent comme des champignons, avec leurs marinas très fréquentés par les navigateurs venus d'Amérique du Nord. Le tourisme est rapidement devenu l'une des plus importantes sources de revenus du Costa Rica. Et le pays se dote des infrastructures nécessaires pour développer cette activité, car pionnier dans le domaine du tourisme écologique, le Costa Rica est déterminé à valoriser aussi ses autres atouts. Au nord-ouest, dans la province du Guanacaste, le contact avec les visiteurs n'influence guère le comportement des habitants qui continuent à vivre principalement de la pêche. Les origines indiennes d'une grande partie de la population ont fait du Guanacaste l'un des bastions de la lutte démocratique au Costa Rica.
Longtemps isolés par rapport au pouvoir central de San José, les habitants de la province résistèrent vaillamment aux troupes de l'aventurier américain William Walker, qui caressait le rêve dans les années 1850 de régner sur les États d'Amérique centrale. 100 ans plus tard, ils s'opposèrent aux velléités de conquête du Nicaragua voisin, alors sous la coupe du dictateur Somoza. Aujourd'hui, la quiétude est le maître mot du Guanacaste qui s'adapte à l'expansion touristique tout en conservant ses traditions, sa culture et le rythme de la marimba, cet instrument originaire du sud de l'Afrique. Le nord de la province du Guanacaste est un immense espace vert qui englobe quelques-uns des plus beaux parcs nationaux du pays. Mais la région recèle bien d'autres centres d'intérêt. Bâtie autour d'un grand parc central, Liberia, que l'on surnomme la ville blanche, compte 40 000 habitants. Capitale de la province depuis plus de 2 siècles, l'époque de sa création, Liberia a peu souffert du temps et des tremblements de terre. Elle est l'une des seules agglomérations du Costa Rica à avoir conservé de jolies maisons coloniales, restaurées régulièrement et avec beaucoup de soin. À 25 km de Liberia, le mont Rincón de la Vieja, un autre volcan, domine les 14 000 hectares du parc qui porte le même nom. Fort bien aménagé, le parc abrite de nombreux mammifères comme le coati, cousin du raton laveur, et plusieurs centaines d'espèces de papillons. On peut découvrir le parc Rincón de la Vieja de différentes manières, selon ses coups de cœur. La première est des plus classiques et des plus tranquilles, la balade à cheval. La deuxième nécessite un matériel qui peut paraître sophistiqué, mais qui va s'avérer indispensable. Il faut parcourir quelques centaines de mètres pour rejoindre le théâtre des opérations du Canopy Tour. C'est l'heure du grand frisson, du premier plongeon dans le vide. Le Canopy Tour permet, comme son nom l'indique, de faire connaissance d'une manière spectaculaire avec la canopée, la partie la plus élevée des arbres de la forêt. Émotion garantie. C'est formidable, ça va très vite. Et le taux d'adrénaline grimpe fort. Dans la trentaine de parcs nationaux du Costa Rica, la faune est activement protégée. En dehors de ces réserves, la vie animale peut être menacée, notamment par la déforestation. C'est la raison pour laquelle ont été créés, non loin des forêts, un certain nombre de refuges.
La plupart accueillent les visiteurs. Le plus célèbre est celui de Madame Agnauer, installée ici depuis 1950. Cet ancien agronome a recueilli surtout des chats sauvages, des fauves comme le puma, connu aussi sous le nom de cougar, des oslots, au caractère joueur, et des jaguars. Le jaguar que l'on tente de sauver de l'extinction est le plus dangereux, mais aussi le plus beau des animaux du Costa Rica. « 30 km de long sur 5 de large, le lac Arenal est l'un des fleurons de la géographie costaricienne. Il est balayé de décembre à mars par des vents qui peuvent atteindre 80 km à l'heure. Ils font tourner de gigantesques éoliennes qui fournissent en électricité les villages de la région. Lieu privilégié des randonneurs, le lac Arenal est le fief de quelques animaux sympathiques comme le coati ou comme le singe hurleur, dont la voix peut se faire entendre à des kilomètres à la ronde. Le lac Arenal est alimenté par une multitude de cours d'eau qui autorisent la pratique d'un sport remuant, le rafting. Autre thème d'exploration, les nombreuses grottes qui perforent les alentours du lac. La découverte des entrailles de la Terre est toujours passionnante, mais peut être synonyme de danger extrême, surtout aux abords du volcan Arenal, qui domine le lac du haut de ses 1600 mètres. Resté inactif pendant près de 3000 ans, il s'est soudain réveillé le 29 juillet 1968, provoquant morts et destructions. Depuis, l'Arenal présente la nuit le spectacle à la fois fascinant et inquiétant de sa lave incandescente. La réserve naturelle de Monteverde propose une manière originale d'explorer la forêt pluviale. Le nom, quelque peu prétentieux, de Skywalk, la marche vers le ciel, recouvre une promenade de plusieurs kilomètres sur des passerelles suspendues au-dessus d'une multitude d'espèces d'arbres et de plantes. Les sentiers qui relient les différentes passerelles tracent un itinéraire insolite entre les immenses fougères arborescentes, les inextricables nœuds de lianes et l'épaisseur des feuillages verdoyants. La jungle recouvre une bonne partie du Costa Rica. Source de vie pour l'ensemble de la planète, elle est aussi synonyme ici d'aventures et de légendes. Les contreforts de la cordillère de Tilarán annoncent le retour dans la vaste plaine de la vallée centrale, avec au nord de San José quelques villages de caractère qui ont pour nom Zarcero, Naranjo, Grecia. L'église de Sarchi est la plus étonnante de la région. Ses fresques aux couleurs chatoyantes rappellent que Sarchi est surtout connu pour ses carretas, ces charrettes à café devenues chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. Les charrettes en bois ont failli disparaître avec l'arrivée des tracteurs. C'est alors que certains artisans se sont mis à les peindre systématiquement jusqu'à en faire de petites œuvres d'art. Au Costa Rica, nous perpétuons cette tradition depuis plus de 100 ans.
En fait, cette pratique s'appuie sur une combinaison entre un art indigène et un art importé par les premiers Européens, les Espagnols. Au Costa Rica, les charrettes ont constitué longtemps l'unique moyen de transport du café. Et les paysans de la région ont décidé un jour de les peindre. Tout simplement pour qu'elle soit belle. Simplicité et beauté. Deux mots qui résument bien le Costa Rica et qui en appellent un troisième, pureté. Car ici, le respect d'une nature maintenue à l'état pur est une priorité, même si l'on est sensible aux sirènes de la modernité. Le Costa Rica progresse en suivant son propre rythme, naturel et harmonieux.